C'est une excellente question. Qu'est-ce que vous voulez comme remontant? Je vous fais confiance. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, on vous a fait venir à l'émission pour nous parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Maya, Elias. Bonjour encore une fois. Bienvenue dans l'émission. Power, Et Kali. Bah alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? animatrice 2D. Nice. Et toi? Toujours étudiant. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis employée dans un cinéma dans les Laurentides. Trop bien. Et je bosse dans la QA dans le jeu vidéo. Donc bah, vous êtes venu pour me parler d'un film que vous aimez en particulier ou l'envie de partager un film avec nous. Donc du coup, on va commencer par Kali. Oui. Apparemment, c'est Guava Island. Guava Island, ouais. Allez, vas-y, bah, parle-nous-en. Pourquoi t'as décidé de parler de ce film-là? Alors, il y a plusieurs raisons, et le vrai prétexte, c'est parce que Guava Island est un film réalisé par Hiro Murai et Donald Glover, qui sont un binôme que j'adore. Parce que Donald Glover, c'est aussi le chanteur Childish Gambino. Je suis fan de sa musique et de ses productions audiovisuelles. Et Guava Island, c'est un genre de film hybride, à mi-chemin entre le court-métrage, la comédie musicale et plein d'autres choses. Et j'ai adoré l'expérience, en fait, au-delà de la qualité filmique. Il y a des récurrences de leurs travaux qui est présente dans le film, et j'adore ça. La photographie est toujours nickel. Il y a un truc avec Hiro Murai, c'est que dès qu'il filme un truc, on peut mettre pause à n'importe quel instant, et c'est un plan photo magnifique. Donald Glover, il est totalement fou dans son écriture. Là, pour le coup, le film a été coécrit avec son frère, Stephen Glover. Ben, j'ai adoré le concept du film. C'est sur une île paradisiaque. Beaucoup de gens y vivent, mais ne prennent plus le temps de voir que leur île est paradisiaque. Et le personnage de Donald Glover s'appelle Denis. C'est un peu un artiste un peu fou qui joue de la guitare partout pendant que tout le monde bosse. Et il décide d'organiser un festival pour que les gens prennent conscience qu'ils vivent dans un endroit merveilleux. Sauf que sur l'île, il y a un dictateur qui n'est pas très fan de ça. Et il se dit, si tu fais ton festival, demain, les gens ne viendront pas bosser. Et du coup, c'est un peu ça le pitch de base de l'histoire. Va-t-il faire son festival ou pas? Et en plus, sa copine, c'est Rihanna. Et des fois, je suis un peu amoureux d'elle. Il n'a pas parlé qu'il y a Rihanna dans le film, quand même. Ouais. C'était quand même Il y a aussi, j'ai plus le nom de l'actrice, mais celle qui joue Black Panther dans le 2. Et il y a aussi, bon, j'ai pas son nom, il a un nom que j'ai du mal à retenir, c'est le seul noir riche de Game of Thrones qui a fini dans un coffre. J'ai pas vu Game of Thrones, je pourrais pas t'aider. Le respect est mort. Il joue exactement le dictateur, mais j'ai adoré les musiques du film parce qu'il a réussi à les inclure de manière très organique. C'est vraiment un film feel good à regarder le dimanche, détente, et moi je suis très fan de ce genre de contenu. Et Hiro Murai et Donald Glover, je vous invite à regarder ce qu'ils font parce que c'est assez incroyable. C'est régulier qu'ils fassent des trucs ensemble? Ouais, okay. En fait je pense qu'ils ont signé un contrat avec Prime Video pour faire plusieurs contenus, et ils ont fait la série Atlanta, bon ça c'était avant, mais qui est ma série préférée de tous les temps. C'est plutôt un film musical, tu dirais, ou pas? Il y a de la musique, mais je trouve que la musique ne prend pas le dessus sur le scénario. C'est vraiment de manière très organique, c'est très fluide dans la manière, dans le déroulement du film. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est pas la comédie musicale qui, dès le début, on t'impose la grosse scène de musique, ou c'est vraiment lors d'une conversation. Par exemple, il y a un type qui dit ouais, moi j'en ai marre de cette île, je vais aller vivre aux États-Unis, en Amérique, et l'autre il rigole et il chante This is America, sa chanson. Parce que c'est assez rare de nos jours d'avoir des films de moins d'une heure, enfin... Bah ouais, hein. Moi de souvenir, celui qui fait généralement, actuellement, c'est Quentin Dupieux. Il y a eu un film qui était intéressant il y a pas longtemps, mais je crois que Victor il aime pas du tout. Alors bonjour, c'est Victor. On m'a installé une caméra en régie pour que je puisse dire des choses. Quentin Dupieux est un génie et Dali est déjà un des meilleurs films de l'année. Voilà, je rends la parole à l'émission. Ça c'est fait. Voilà. Est-ce que vous êtes plus la team justement des formats de films qui sont courts ou plutôt des films qui sont plus longs? Moi ça dépend désolé de te couper. Non, vas-y. Moi ça dépend vraiment du film, parce que Seigneur des Anneaux je peux le regarder en boucle, alors que des films beaucoup plus courts j'ai du mal. Ça dépend vraiment de ce que le film me propose. Je pense que ça dépend totalement du scénario. Il y a des films de 1h30 qui sont extrêmement forts, et autant comme tu l'avais expliqué, t'as des films de 2h40, 3h. Et tu reparles du Seigneur des Anneaux, oui ok, la version dure 4h, mais c'est 4 heures de bonheur absolu, ouais. Quoi. Mais il faut trouver un juste milieu. J'aime les films qui sont plus denses, qui ont beaucoup de contenu, puis qui deviennent peut-être, je sais pas c'est quoi le mot en français, overwhelming. Mais pour mon emploi du temps préfère les films plus courts. Mais c'est vrai que souvent, j'apprécie de m'immerser dans de quoi qui dure plusieurs heures. De prendre le temps d'installer le scénario, les personnages. Je préfère les séries pour ça. Donc on va passer à toi, Power. Tu vas nous parler d'un film dont j'arrive pas à dire le nom correctement, donc tu vas pouvoir le faire toi. Ça se prononce The End of Evangelion. C'est un film, c'est une compilation de 2 moyens-métrages. The End of Evangelion, c'est basé sur la série Neon Genesis Evangelion, qui fait 26 épisodes. Le film vient remplacer les 2 derniers épisodes de la série
Suite à beaucoup de critiques en lien avec la fin qui était vue comme étant insatisfaisante par beaucoup de fans, beaucoup de gens étaient fâchés. Puis, oui. Désolé, faut avoir vu la série pour voir le film. Je le recommande fortement. D'accord. Je le recommande fortement parce que c'est vraiment une continuation directe. Ça vient directement remplacer les 2 derniers épisodes de Neon Genesis Evangelion. Donc je vois que tu portes un t-shirt de... Oui, ben tu vois, au risque de ruiner ma crédibilité, je suis venue en mode fangirl. J'aime un peu Neon Genesis Evangelion. C'est un peu je te dirais, l'animé, puis plus profondément The End of Evangelion. C'est comme un peu le film de ma vie. Mais c'est l'histoire de Ikari Shinji, qui est un adolescent de 14 ans qui vit dans Tokyo 3, qui est un Tokyo ravagé, dans le fond, par une guerre avec des ennemis qui viennent de l'espace, qui s'appellent les Anges, puis qui essayent de détruire l'humanité. Son père, Ikari Gendo, le président d'une association militaire qui s'appelle NERV, va avoir recours à ses services pour piloter des gros robots géants. Des mechas. Les mechas. Genre des Gundam. On adore les mechas. Oui, qui s'appellent les Evangelion, pour combattre les anges, dans le fond. Ok, donc la série s'appelle comme ça à cause c'est le nom des robots. Oui, il y a aussi une connotation religieuse qui est très présente dans la série. Ben ouais, Neon Genesis, c'était des anges. Ouais, déjà, de vous combattre des anges. Ouais. Le prémisse de la série, dans le fond, c'était de créer une nouvelle genèse. J'aime le film surtout pour ce qu'il apporte à cette ère-là de l'animation japonaise, puis surtout de ce que ça raconte sur son réalisateur, puis surtout sur la production du film. Parce que comme j'ai dit plus tôt, le film a été fait en réponse à des critiques très négatives sur la fin. On parle de menaces de mort, on parle de boycott, parce que Neon Genesis Evangelion était extrêmement populaire à l'époque, même en termes de série d'animation japonaise. Il y a personne qui a été heureux de travailler sur ce film-là. C'est le film du désespoir. Ils l'ont fait dans la douleur. De santé mentale du réalisateur. Oui, le réalisateur Anno Hideaki, c'est celui qui a réalisé la deuxième partie du film, le deuxième moyen-métrage, qui est allé jusqu'à faire une tentative au moins considérée par après. Ah ouais. Des gouttes d'eau, genre. Ouais. En réponse justement aux critiques en lien avec la fin de la série. Oui, Victor. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Victor en régie, je me permets d'intervenir parce que je porte actuellement un t-shirt The End of Evangelion. Non, je voulais juste ajouter un mot sur The End of Evangelion, qui est aussi un film que je considère être un putain de chef-d'œuvre. Il y a quand même aussi tout un rapport à la question de quand tu crées une œuvre qui te touche au plus profond de ton cœur et que soudainement les gens piétinent ce que tu as créé du plus profond de ton cœur. Oui. Cette idée à un moment, tu crées une œuvre, c'est mettre son âme sur la table, et quand tu offres ton âme aux gens et que les gens viennent la piétiner, comment tu réagis? Et c'est un peu ce que va faire justement Hideaki Anno dans le film, en littéralement filmant des gens qui étaient venus à l'avant-première des derniers épisodes et en les mettant dans le film et en disant « Vous êtes des merdes, je vous hais, regardez ce que vous êtes ». Je crois qu'on n'a jamais vu un créateur de long-métrage, de série d'animation, autant insulter son public et en même temps en tirer une œuvre désespérée sur la fin de l'humanité et sur... c'est quand même un film qui dit les mecs, vous êtes des sales weebs et vous baiserez jamais de meuf, hein. Oh yo, c'est quand même ça. La première séquence. La première séquence. Oh mon Dieu. Oh, c'est terrible. Le malaise. Pardon, excusez-moi, pardon. Bon, sur ce, on va passer à un autre film. Merci pour nous avoir partagé ce film-là. Elias? Eh ben moi, je suis venu présenter le film qui est à mes yeux le meilleur de la filmographie de Martin Scorsese, donc le film Casino, donc qui est sorti en 1995, qui raconte l'histoire donc de Samesh Rothstein et de Nicky Santoro, joués respectivement par De Niro et Joe Pesci. Ils vont prendre le contrôle d'un casino avec dans les années 80 à Las Vegas, et ça va s'en suivre en fait plein de péripéties parce qu'évidemment ils sont affiliés à la mafia, il y a plein de conséquences qui arrivent. Nicky Santoro, joué par Joe Pesci, est un espèce de sociopathe en puissance. Ouais, il nous donne sa meilleure imitation d'un gremlin sous crack. Et pour moi, je considère ce film comme meilleur parce que Les Affranchis est un film extrêmement surcoté et on trouve beaucoup de codes des Affranchis dans Casino, mais beaucoup plus abouti parce que le film est sorti en 95, donc 4 ans après Les Affranchis. Et il y a aussi la magnifique Sharon Stone, qui pour moi sort sa meilleure performance. Fantastique. Elle est exceptionnelle dans ce rôle. Et ça te montre simplement que on peut faire du cinéma sans forcément utiliser Ray Liotta
comme bouffon au sein de son film pendant plus de 2 heures. Et j'adore comment il met en image un peu le côté luxe, l'opulence. Au début, il te place dans un contexte et après, tu rentres tout de suite dans la violence et tu dis ok, quand tu vois les coulisses du film. D'ailleurs, c'est un de ses seuls films et je sais peut-être que je vais déranger, je l'ai vu en VF parce que. Mais les VF des années 90 sont très bonnes. Mais oui, parce qu'il y a la magnifique voix de De Niro historique qui est celle de Jacques Frantz qui joue d'ailleurs Sully dans Monstres et compagnie, qui a une voix en fait une masse incroyable qui joue De Niro et il y a cette espèce de voix off qui accompagne le film où en fait il décrit les actions. Il y a une des scènes qui est géniale dans le film où il décrit en fait la sécurité du casino, qui contrôle le casino, les portiers en fait surveillent les croupiers sont surveillés par le directeur de salle, le directeur de salle sont surveillés. Et j'ai l'impression aussi que c'est un film qu'on parle pas souvent dans la filmographie de Scorsese. On va généralement, et ça je l'ai vérifié avec des amis, tu leur demandes un film de Scorsese, ils te citeront 3 films: Taxi Driver, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street. Il y a que les rappeurs des années 90 qui parlaient beaucoup de casino. Ouais, c'est des films géniaux, mais je trouve simplement que Les Affranchis c'est bon, mais c'est surestimé. Ça mérite pas. Mais pourquoi? C'est surcoté. Mais non, mais ça va être encore le bordel dans les commentaires. Moi j'en ai Parce marre. que je vais vous expliquer simplement. J'aime pas Ray Liotta, je trouve qu'il surjoue pendant 2h30 de film, mais il y a une espèce de pensée dominante qui dit ça c'est le meilleur film de gangster qui n'a jamais été fait dans la galaxie. Non, parce que Le Parrain existe par exemple. Mais par exemple, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Les Affranchis ou Casino, tu vois? Instinctivement, je dirais Les Affranchis, mais sinon Casino, je vais me le refaire. Tu m'as donné envie. Et alors, on va passer à toi, Maya. Tu vas nous parler d'un film de mon enfance qui est Pollux et le chat bleu. Donc, c'est un film d'animation stop motion des années 70 français. Et j'ai découvert ce film avec une cassette que ma mère a trouvée dans un marché aux puces. Donc, c'est l'histoire de Pollux, qui est un chien. Elle vit dans le Bois Joli, qui est un pays magique avec plein d'animaux. Et tu penserais vraiment que c'est un film juste comme, ah, ok, c'est pour enfants. Mais il y a du travail dedans. Et c'est du stop motion, mais un peu limité, mettons. Tu vois qu'ils avaient pas autant de budget. Frappe. Ouais, Je vois quand même que ça c'est a la vibe déplacé. des années 70. Mais déjà, rien que pour le storytelling, ça donne envie. Ouais. En plus, c'est une série aussi qui a c'était une commencé dans les série années... Avec un chien, Pollux, là, ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, ça s'appelait Le Manège Enchanté à la base. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu un film, je me rappelle, un long métrage avec le manège En enchanté. 3D? Ouais, en 3D. Non, mais parce que... non. Justement, le stop motion, à la base, c'était quelque chose qui pouvait être utilisé pour les effets spéciaux. On a cette idée que c'est cheapo, c'est parce que c'est tellement de travail que souvent ils peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils veulent faire. Par exemple, des choses comme Coraline. Le film a été fait par 30 personnes. C'est minuscule pour une 30 personnes. Oui, pour une team d'animation. Pour une durée de c'est combien fou, de temps? 1h, 1h30, je dirais. 1h28, 1h18, je pense. Ouais, c'est ça. C'est 1h18. vraiment long quand même. Ouais. Et la musique, Oui. 100 personnes. Ah ouais. Ils ont mis plus de budget et la musique est magnifique. La musique est super belle. Ouais, c'est J'ai vu comme une vingtaine de minutes. Ouais, j'ai le vinyle. L'histoire, c'est Pollux découvre qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans l'usine bleue. Un chat bleu apparaît et il décide d'être ami avec tout le monde, mais Pollux sait que c'est Pas gentil. c'est pas gentil. Il est Parce qu'il fourbe, est le bleu. chat. Il est Mais fourbe, le chat. Il fait partie des méchants. Il y a lui, le chat bleu, et la voix bleue. La voix bleue, je l'adore. La méchante n'est qu'une voix. Leur but, c'est de rendre tout bleu. Et c'est tellement un but de dessin animé. Ouais. C'est, Oui, pour mais vrai. tu y crois parce que les acteurs se donnent vraiment. Puis la plupart, c'est leur seul rôle qu'ils ont jamais fait avec un œil adulte, faire non, mais cette musique-là, c'est pas une musique d'enfant toute cute. Ils ont du budget, ils ont du travail. Et surtout, les dialogues. Je suis une personne à dialogue, j'adore les dialogues. En plus, cet accent anglais du chien. Oh oui, non, ouais, chaque ouais. personnage a un accent. Que ma génération post-2000, je connaissais le Pollux par le manège enchanté, mais il y avait, je sais qu'ils ont refait les films, enfin Ils ont le tout dessin refait, animé ouais, ouais. en 3D. Ouais, 3D. Non, Que je trouvais un peu flippant quand même à l'époque, je trouve. Ouais. Non, ils sont à brûler. Les 3D de l'an 2000, Ouais, c'est, les 3D de l'an 2000, il y en a qui ont très mal vieilli. hein. Chicken Little. Sur ce, c'était un bon débat. Mais c'est la fin de l'émission, malheureusement. Donc, je vous remercie d'être venu participer, de nous avoir parlé de vos films. Je m'engage à regarder une partie des films dont vous avez parlé. Tu as le droit de regarder les 15 premières minutes et nous envoyer un message après. D'accord, ça si me va. tu as aimé. Je ferai une story. Faut que les gens devinent dans les commentaires quel film tu regarderas. Donc, merci à tous d'avoir regardé l'émission et je repasse le micro à Victor.